Bonjour, mon invité aujourd'hui est Michel Duclos pour ce livre Diplomatie française paru aux éditions Alpha. Bonjour Michel. Bonjour Pascal. Alors tu fais le tableau qu'il y a effectivement un Sud global qui existe et que même si certains de nos collègues refusent le concept, tu penses quand même qu'il paraît de bon sens de l'accepter néanmoins. Oui, nous sommes en France, donc les querelles sémantiques prennent toujours beaucoup de place. Et quand j'ai commencé ma carrière au Quai d'Orsay dans les années 80, on refusait l'expression Occident. Maintenant, l'expression Sud global ne plaît pas. La prochaine bataille, si on va parler des puissances moyennes, il se trouvera toujours des collègues pour contester la formulation. Et mon point, c'est que peu importe ce qu'on pense, il y a un certain nombre de pays dans le monde qui se désignent eux-mêmes par cette expression de Sud global, donc il vaut mieux l'accepter. D'autant plus que pour moi, ça fait quand même référence à des réalités précises. Pendant la guerre froide, la vraie, la grande, le mouvement des non-alignés existait déjà, mais au fond, ça ne dérangeait pas beaucoup les protagonistes de l'Est-Ouest, de la guerre froide. Aujourd'hui, quand la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Inde décident de continuer à commercer avec la Russie alors que les Occidentaux appliquent des sanctions, eh bien, tout le monde peut constater que ça fait une différence. Donc pour moi, oui, il faut s'occuper du Sud global. Alors bien sûr, on ne peut qu'admettre ce que tu fais, que ce n'est pas un bloc, qu'il est composé de politiques et d'études très diverses, et que c'est quand même une réalité. Alors le président Macron a voulu se faire inviter au dernier sommet des BRICS, qui est un peu la pointe avancée de ce Sud global. Cela n'a pas marché. Est-ce que la France n'est pas un peu coincée? Est-ce qu'elle est quand même finalement perçue par des pays avec lesquels elle voudrait entretenir un lien particulier, comme un pays quand même qui est resté très occidental, notamment depuis la guerre d'Ukraine? Ça, je ne sais pas, parce que on manque un peu de recul pour pouvoir juger. Mais peut-être une façon de répondre à ta question, Pascal, c'est de dire que j'ai commencé à me préoccuper de ce sujet en 2014-2015. J'avais fait une note pour le Quai d'Orsay, puisqu'à ce moment-là, c'était mes derniers mois de service, et puis un grand article dans la revue Commentaire, où je disais, observons la façon dont les Russes et les Chinois ont fait une OPA sur les BRICS. Et au fond, entre la Russie, entre l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et la Chine et la Russie, il y a quand même énormément de différences. Il n'y a pas tant de points communs que cela, si ce n'est justement une forme de ressentiment contre l'Ouest. Et je disais, on doit faire la même chose, on doit trouver des formats, comme on dit dans le monde diplomatique, c'est-à-dire des regroupements où on puisse parler à ces pays sur un pied d'égalité, parce qu'il ne faut pas laisser tout simplement l'influence d'autres sans écoute. Et on ne l'a pas fait pour des raisons qui, à l'époque, tenaient au fait que on pensait, c'est pas faux, bien sûr, que chacun de ces pays est tellement différent qu'il vaut mieux les traiter individuellement, de manière bilatérale. Mais en même temps, il me semble qu'on a laissé passer une occasion et qu'effectivement, évidemment, nous, on a invité l'Inde ou le Brésil au G7, par exemple, mais c'était toujours au café, en bout de table. Et le charme des BRICS, c'était que ces pays se sentaient assis à la même table que l'empereur de Chine et le tsar de Russie. On n'a pas fait ça et effectivement, une forme de distance s'est creusée avec, comme tu l'as dit, l'Ukraine, mais avant ça, le Covid et maintenant la guerre à Gaza qui creuse cette espèce de différence politique entre eux et nous, enfin nous au sens puissance occidentale, alors que par ailleurs, leur intérêt est au moins autant de notre côté, donc d'avoir des bonnes relations avec nous, que d'avoir des bonnes relations avec la Chine et la Russie. C'est ce qu'ils pensent. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on leur impose des choix. Mais eux, leur intérêt et leur volonté, c'est d'avoir aussi bien des relations avec nous qu'avec la Russie et qu'avec la Chine. Parfois, ce sont les Occidentaux qui veulent dire non, il faut choisir, soyez de notre côté, et qui ont été très insistants pour la guerre en Ukraine, pour que ces pays du Sud rallient le camp ukrainien, et auxquels d'ailleurs on reproche d'être nettement moins allants dans le conflit sur Gaza. Alors, le mot-clé, c'est effectivement celui de multi-alignement.
Et c'est cela dont il faut se pénétrer. C'est un mot, vous avez inventé par le ministre des Affaires étrangères indien, mais qui s'applique à beaucoup de pays. C'est que ce sont des pays qui ont atteint un niveau tel qu'ils peuvent se permettre de choisir leurs alliances, ou du moins leurs affinités, leurs préférences, en fonction des sujets. Donc un coup vis-à-vis de la Russie du côté russe, un autre coup du côté américain, et parfois les deux en même temps. L'Europe risque d'ailleurs d'être le perdant de cette espèce de reconfiguration du monde. Alors c'est ça la réalité qu'on doit intégrer. D'une part, ces pays sont devenus beaucoup plus importants. D'autre part, ils ne seront plus jamais dans un camp ou dans l'autre. Et donc, ce que j'essaie de suggérer, c'est qu'il faut qu'on trouve avec un certain nombre d'entre eux suffisamment d'intérêts communs pour constituer des coalitions sur les thèmes qui les intéressent. Et dans les études que j'avais faites il y a plusieurs années sur les puissances émergentes, je crois qu'un des thèmes importants pour eux, c'est la stabilité. Et l'une des raisons pour lesquelles ils rejettent notre politique de sanctions, c'est qu'ils perçoivent ça comme un facteur de déstabilisation et donc un handicap pour leur développement. Alors, tu dis aussi à la fin de ton livre qu'il y a une multiplication des puissances moyennes désinhibées, que comme peut-être quelque part la France qui veut justement, le gaullisme était une sorte non pas de multi-alignement, mais de liberté d'action et par rapport à un cadre contraint des alliances, est-ce que finalement c'est le modèle français qui a fait tâche, mais que du coup la France se trouve banalisée parce qu'elle n'a plus cette singularité qui était la sienne auparavant? Voilà, alors j'ai pas tellement de mérite à dire ça, parce que d'abord Pierre Asner l'avait dit, je crois, dans les années 60, donc très longtemps avant que nous en arrivions là. Ensuite, tout le monde peut le constater. À partir du moment où la règle générale, c'est devenu celle des puissances moyennes et que celles-ci choisissent au cas par cas leurs affinités ou leurs préférences, eh bien, effectivement, c'est le modèle français qui s'est généralisé et donc, d'une certaine façon, qui s'est dévalorisé. Et nous avons perdu une forme de spécificité. C'est pas une critique, c'est un constat. Et donc, ça doit appeler de notre part une réflexion stratégique pour imaginer autre chose. Tu dis aussi à la fin de ton livre qu'il faut mettre l'Ukraine en position de gagner. Mais c'est quoi gagner pour l'Ukraine? Est-ce que tu penses qu'un jour la Crimée sera de nouveau ukrainienne, que le Donbass en entier sera de nouveau ukrainien? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas me prononcer sur ce qui serait un résultat optimal pour l'Ukraine. Le point sur lequel j'ai une forme d'originalité, c'est de dire il ne faut pas que ça dure trop longtemps dans l'intérêt des Ukrainiens. Parce que actuellement, le récit qui se répand, c'est l'année 2014 sera difficile pour eux, mais en 2015, voilà, ils 2020. pourront reprendre, 2025, pardon, Oui. en 2025, ils pourront reprendre le dessus. C'est possible, hein, je ne suis pas suffisamment calé dans les questions militaires pour avoir un jugement tranché. Mais là où je voudrais appeler l'attention, sur quoi je voudrais appeler l'attention, c'est que plus ça dure, plus quand même ils s'affaiblissent face à une Russie Oui. qui s'affaiblit peut-être aussi, mais qui a quand même d'immenses ressources. Et donc pour moi, notre stratégie face à des Américains qui font ce qu'il faut faire, mais qui sont très prudents, notre stratégie, ça devrait être d'être un peu plus risqué pour mettre les Ukrainiens en mesure de Et faire une quoi? D'envoyer les différence. soldats? D'envoyer les soldats? C'est pas ça qui fera pencher la balance, hein. C'est plutôt des systèmes d'armes qui permettent Ouais. de porter aux Russes des coups significatifs, notamment sur la Crimée, parce que c'est une menace sur la Crimée qui peut faire réfléchir Poutine. Alors, tu dis aussi qu'il ne faut pas faire avec la Chine les mêmes erreurs que celles qu'on a faites avec la Russie, mais il y a deux façons de voir les erreurs. Moi, je pense plutôt que on a, et que même si aucune de ces erreurs n'excuse la guerre, une fois encore, mais que on a un peu antagonisé, on n'a pas traité la Russie de façon correcte et que du coup, elle a commis l'irréparable clairement la guerre. Est-ce que donc, il n'y a pas un risque de vouloir, par exemple, transformer l'OTAN en alliance anti-chinoise?
Oui, alors Pascal, là, nous avons clairement une différence, puisque Oui, moi, je ne crois pas que nous soyons beaucoup responsables de la dérive russe. Je l'avais analysé dans le premier livre que j'avais écrit, qui était daté de 2019, sur la Syrie, où je disais Poutine a fait un choix stratégique en 2011-2012, qui est que antagoniser l'Occident était préférable pour lui sur le plan intérieur et sur le plan du prestige de son pays. Je crois que ce choix stratégique de Poutine, au fond, il était assez indépendant de ce que nous faisions ou ne faisions pas. Et donc, pour moi, il ne faut pas se battre la coulpe et il faut tirer les conséquences du choix stratégique fait par Poutine. Alors, sur la Chine, je suis moins compétent parce que j'ai fréquenté la Russie toute ma vie. Ce n'est pas le cas de la Chine. Ce contre quoi je mets en garde, c'est simplement l'illusion qu'on pourrait, par notre seule capacité d'influence, dévier la trajectoire chinoise. C'est en cela qu'il ne faut pas renouveler l'erreur que nous avons commise vis-à-vis de la Russie. merci Michel. Je renvoie à la lecture de ce petit livre musclé, Diplomatie française aux éditions Alpha. Merci à toi, Pascal.